L'humanité avait atteint les étoiles il y a à peine 2 siècles. Depuis, elle était devenue une civilisation interstellaire prospère, mais aussi prudente. Les races extraterrestres avec lesquelles elle avait eu des contacts s'étaient révélées, pour la plupart, neutres ou alliés, mais la possibilité de voir émerger un ennemi n'avait jamais été exclue. C'est pour cette raison que la Terre développa une flotte de combat imposante, connue sous le nom de flotte de défense unifiée, composée des vaisseaux les plus avancés jamais construits. Dans un recoin reculé de l'espace, le jeune Jonas Martinez, un enfant humain de seulement 8 ans, voyageait avec sa famille à bord du vaisseau commercial Aurora Alba. Son père, le capitaine Esteban Martinez, était un marchand de renom qui entretenait des relations pacifiques avec plusieurs espèces extraterrestres. Mais ce voyage ne serait pas comme les autres. Lors d'une rencontre apparemment routinière avec la flotte Dravnak, une espèce de reptile bipède connue pour leur agressivité, quelque chose tourna horriblement mal. Les Dravnak, dirigés par le redoutable commandant Kratzul, abordèrent l'Aurora Alba en accusant le vaisseau d'avoir traversé leur espace sans autorisation. Les tensions montèrent rapidement lorsque Kratzul exigea la remise de certaines marchandises, une requête à laquelle Esteban refusa de se plier. L'altercation se solda par une tragédie inimaginable. Un soldat Dravnak fit feu sur Jonas, lui ôtant la vie sur le coup. La famille fut anéantie, mais les véritables répercussions de cet acte ne tardèrent pas à se faire sentir. La nouvelle parvint rapidement à la Terre grâce à un signal de détresse émis par l'Aurora Alba. Lorsque le Haut Conseil terrien apprit ce qui s'était passé, la réaction fut unanime. Les dirigeants ne pouvaient ignorer l'assassinat d'un enfant humain innocent. Au-delà de l'indignation morale, cet événement fut perçu comme une menace directe à la souveraineté de l'humanité. L'amiral Adrian Locke, commandant suprême de la flotte de défense unifiée, reçut l'ordre de mobiliser l'ensemble de la flotte. Cette flotte comptait des milliers de vaisseaux, allant des petits chasseurs intercepteurs aux gigantesques cuirassés comme le Titan de Gaïa, un vaisseau amiral colossal équipé d'un armement capable de raser des planètes entières. Tandis que les vaisseaux se rassemblaient au point de saut désigné, l'amiral Locke convoqua son équipe stratégique, composée de brillants esprits tels que la commandante Nadia Sokolov, experte en tactique, et le capitaine Ishan Patel, maître du renseignement militaire. Lorsque les dirigeants Dravnak apprirent la mobilisation de la flotte humaine, ils se retrouvèrent divisés. Certains, comme le général Varaktan, reconnaissaient l'erreur commise par Kratzul et demandaient des négociations immédiates. Mais d'autres, dont Kratzul lui-même, voyaient dans la réaction humaine une opportunité de prouver leur suprématie militaire. Ainsi, les tensions atteignirent un niveau sans précédent, alors que les deux espèces se préparaient à l'affrontement. Pendant ce temps, sur Terre, la population suivait l'évolution des événements avec un mélange de peur et de détermination. L'image de Jonas Martinez devint un symbole, un rappel de ce qui était en jeu. Les humains, bien conscients du danger, n'étaient pas prêts à reculer. Ce n'était pas seulement une question de justice, c'était une épreuve de leur place dans la galaxie. Au cœur de la flotte humaine, la jeune ingénieure Elena Vargas travaillait sans relâche à l'entretien des systèmes énergétiques du Titan de Gaïa. Bien qu'elle ne fût pas soldate, elle comprenait que chaque vis qu'elle resserrait et chaque câble qu'elle réparait pouvait faire la différence dans la bataille imminente. Son frère cadet, Daniel, faisait également partie de la flotte en tant que pilote de chasseur-intercepteur. Tous deux partageaient le même espoir, rentrer chez eux vivants et avec la mission accomplie. La flotte humaine s'approchait du système Dravnak, mais la situation était plus complexe qu'il n'y paraissait. Dans un retournement inattendu, un groupe de diplomates extraterrestres d'autres espèces alliées de l'humanité proposa leur médiation. Ils pensaient qu'un conflit à grande échelle pourrait déstabiliser toute la région galactique. Cependant, l'amiral Locke savait que toute tentative de dialogue ne serait efficace que si elle était menée depuis une position de force. Les premiers escadrons humains franchirent les limites de l'espace Dravnak et rencontrèrent une résistance immédiate. La bataille initiale, bien que brève, montra clairement que les Dravnak ne reculeraient pas facilement. À mesure que les vaisseaux des deux flottes s'affrontaient, les soldats humains démontrèrent pourquoi l'humanité avait survécu et prospéré dans un univers hostile. Mais le véritable affrontement était encore à venir, et le destin des deux civilisations tenait à un fil. Tandis que les premières escarmouches s'intensifiaient aux confins du système Dravnak, le Titan de Gaïa se préparait à mener l'assaut principal. L'amiral Adrian Locke, observant les mouvements de l'ennemi depuis le pont de commandement, ressentait la pression de la situation peser sur lui. Bien que son visage restât serein, ses pensées tourbillonnaient. Il savait qu'il ne défendait pas seulement l'humanité, mais qu'il établissait également un précédent pour les futures interactions avec les espèces extraterrestres. Le message devait être clair, aucun acte d'agression contre les humains ne serait toléré. À l'intérieur du croiseur Dravnak Colmillo Estelar, le commandant Kratzul observait les rapports des premières batailles.
Malgré sa confiance initiale, il commençait à réaliser qu'il avait sous-estimé les humains. Ses tactiques, bien que brutales, manquaient de la précision et de l'adaptabilité que les humains montraient à chaque manœuvre. Pourtant, son orgueil l'empêchait de reculer. Il convoqua son conseil de guerre, composé des guerriers les plus redoutés de sa race, et élabora un plan désespéré. Attaquer directement le titan de Gaïa. S'il parvenait à détruire le vaisseau amiral de l'humanité, il pourrait forcer une retraite. Pendant ce temps, au cœur de la flotte humaine, l'ingénieur Elena Vargas reçut une alerte critique concernant les systèmes de propulsion du titan de Gaïa. Un saboteur extraterrestre infiltré avait réussi à endommager l'un des réacteurs secondaires, mettant en péril la capacité du vaisseau à manœuvrer en combat. Elena et son équipe travaillèrent contre la montre pour réparer les dégâts, mais les complications augmentaient à chaque minute. Dans une décision risquée, Elena décida d'entrer dans le noyau du réacteur pour effectuer des ajustements manuels, sachant que toute erreur pourrait lui coûter la vie. En parallèle, Daniel Vargas, son frère, dirigeait un escadron de chasseurs dans un affrontement féroce contre une vague d'intercepteurs Dravnak. Son habileté en tant que pilote en fit rapidement une figure de proue au combat. Mais lorsque les capteurs de son chasseur détectèrent une formation de vaisseaux ennemis se dirigeant vers le titan de Gaïa, il sut que quelque chose de terrible allait se produire. Communiquant frénétiquement avec l'amiral Locke, il avertit de l'attaque imminente. Locke, qui avait déjà anticipé une manœuvre désespérée de la part de Kratzul, donna l'ordre de déployer tous les escadrons disponibles pour les intercepter. Alors que le titan de Gaïa manœuvrait lentement pour se positionner sur une meilleure ligne de défense, les vaisseaux Dravnak commencèrent leur attaque coordonnée. Des explosions illuminaient l'obscurité de l'espace tandis que les intercepteurs humains se lançaient contre la formation ennemie. Daniel, menant l'attaque, réussit à détruire plusieurs vaisseaux ennemis, mais il savait qu'il ne pourrait pas les contenir longtemps. Leur seule espérance était que le titan de Gaïa soit prêt à riposter avant qu'il ne soit trop tard. Dans le noyau du réacteur, Elena réussit à stabiliser le système au dernier moment, permettant au vaisseau de récupérer sa capacité à manœuvrer. Épuisée mais déterminée, elle courut vers le pont pour informer l'amiral Locke. Son effort ne passa pas inaperçu, et Locke la félicita personnellement avant de donner l'ordre de charger le lanceur de particules quantiques, l'arme la plus puissante du titan de Gaïa. C'était une décision risquée, car l'arme nécessitait d'énormes quantités d'énergie et laissait le vaisseau vulnérable pendant son chargement. Pendant ce temps, dans le colmillo estellaire, Kratzul était convaincu que son attaque serait suffisante pour détruire les humains. Mais juste au moment où ses vaisseaux principaux étaient sur le point d'atteindre le titan de Gaïa, un éclat de lumière aveuglant traversa le champ de bataille. Le lanceur de particules quantiques tira, détruisant plusieurs vaisseaux Dravnak en un seul coup et forçant les autres à se retirer momentanément. Cependant, la bataille était loin d'être terminée. Kratzul, furieux et désespéré, ordonna d'activer une arme secrète, une ancienne relique de sa civilisation connue sous le nom de destructeur d'étoiles, un vaisseau massif équipé de technologies surpassant même les normes actuelles des Dravnak. Ce vaisseau avait été caché pendant des siècles, attendant un moment de besoin extrême. Son activation marqua un point de non-retour dans le conflit. Depuis le pont du Titan de Gaïa, Locke observa comment la silhouette immense du destructeur d'étoiles émergeait de l'hyperespace. C'était une vision terrifiante, mais il ne se permit pas de douter. Il donna immédiatement l'ordre de reconfigurer la flotte et de faire face à cette nouvelle menace. Il savait que l'humanité était sur le point de passer sa plus grande épreuve, mais il était aussi certain qu'il ne se battrait pas seul. Des vaisseaux alliés d'autres espèces sympathisant avec les humains commencèrent à arriver sur le champ de bataille. Menés par l'ambassadeur Ziltar, de la race pacifique des Artak, ces flottes intervinrent dans une tentative d'équilibrer les forces. L'humanité n'était pas seule, mais le résultat de la bataille restait incertain. Et tandis que les canons s'allumaient à nouveau, la galaxie entière retenait son souffle. Le destructeur d'étoiles émergeait lentement de l'hyperespace tel une ombre monumentale qui semblait obscurcir les étoiles autour de lui. Sa surface était recouverte de runes énergétiques qui pulsaient d'une lueur inquiétante, alimentée par un noyau d'antimatière qui, selon les légendes Dravnak, pouvait détruire des systèmes stellaires entiers. Depuis le pont du colmillo estellaire, Kratzul observait l'activation de la vieille relique avec un sourire tordu. Pour lui, l'humanité n'était qu'une espèce jeune ayant osé défier la domination des Dravnak, et maintenant, il paierait pour leur insolence. Sur le pont du Titan de Gaïa, l'amiral Locke arborait une expression impassible tandis qu'il observait le vaisseau colossal apparaître sur les capteurs à longue portée. Bien que son esprit fût rempli d'inquiétude, il ne laissa pas la panique envahir son équipage. « C'est juste une autre machine », dit-il d'une voix aussi ferme que l'acier. « Et les machines ont des faiblesses. Trouvez-les. » À ses côtés, la commandante Nadia Sokolov analysait fébrilement les données tactiques.
Elle avait étudié toutes les légendes connues sur les Dravnak, mais rien n'avait préparé l'humanité à une menace telle que le destructeur des étoiles. Alors que la flotte humaine et les vaisseaux alliés manœuvraient pour affronter la nouvelle menace, Daniel Vargas menait un groupe de chasseurs vers un objectif secondaire, les plateformes de défense entourant le destructeur des étoiles. Ces plateformes, équipées de canons à énergie et de missiles guidés, protégeaient le vaisseau géant et représentaient un risque énorme pour les forces alliées. Daniel savait que sa mission était dangereuse, mais il comprenait aussi qu'elle était cruciale pour permettre une attaque directe contre le colosse ennemi. En même temps, Elena Vargas recevait un message urgent dans la salle des machines du Titan de Gaïa. Les analyses préliminaires du destructeur des étoiles révélaient que son noyau d'antimatière était protégé par un champ énergétique à fréquence variable, impossible à pénétrer avec des armes conventionnelles. Cependant, une attaque coordonnée depuis plusieurs points pourrait surcharger le système et laisser le noyau vulnérable, mais seulement pour quelques secondes. Coordonner plusieurs attaques sur un vaisseau de cette taille? C'est de la folie, murmura Elena. Mais elle savait que l'alternative était la destruction totale. Retour sur le champ de bataille, la flotte Dravnak commençait à se réorganiser, utilisant le destructeur des étoiles comme axe central de leur formation. Les vaisseaux humains et leurs alliés combattaient avec férocité, mais l'arrivée du colosse avait fait pencher la balance en faveur des Dravnak. Des explosions remplissaient le vide spatial tandis que les vaisseaux plus petits tentaient d'esquiver les tirs dévastateurs des canons ennemis. Dans un mouvement désespéré, l'ambassadeur Ziltar de la flotte Artak proposa un plan audacieux. Sa race, connue pour sa technologie avancée de camouflage, possédait un petit vaisseau furtif qui pourrait s'infiltrer dans le destructeur des étoiles et placer une charge explosive directement dans son noyau. Mais le succès de la mission nécessitait une distraction massive, et cela signifiait que le Titan de Gaïa et ses alliés devraient se confronter directement au vaisseau colossal. « C'est du suicide » dit le capitaine Ishan Patel en regardant l'amiral Locke. « Nous le savons » répondit Locke calmement. « Mais si nous ne faisons pas cela, il n'y aura plus personne pour remettre en question nos décisions. » La mission fut approuvée. Elena Vargas, en apprenant le plan, se porta volontaire pour faire partie de l'équipe d'infiltration, sachant que ses connaissances techniques seraient cruciales pour désactiver les systèmes de sécurité du noyau. Pendant ce temps, Daniel et son escadron réussirent à détruire plusieurs plateformes de défense, mais à un prix élevé. La moitié de leurs chasseurs avaient été abattus, et les forces restantes étaient au bord de l'épuisement. Cependant, leur sacrifice permit d'ouvrir un corridor vers le destructeur des étoiles. Le petit vaisseau Artak, couvert par un camouflage presque parfait, réussit à s'approcher sans être détecté, transportant Elena et une équipe de spécialistes humains et Artak à bord. À l'intérieur du destructeur des étoiles, l'atmosphère était étouffante. Les couloirs étaient éclairés par une lueur rougeâtre, et l'air sentait l'ozone et le métal chaud. L'équipe d'infiltration se déplaçait prudemment, sachant que la moindre erreur pourrait trahir leur présence. Elena ouvrait la voie, utilisant ses connaissances pour désactiver les pièges et ouvrir les portes scellées. À mesure qu'ils s'approchaient du noyau, les capteurs de l'équipe détectèrent un mouvement. « Nous avons de la compagnie » murmura un soldat Artak. Un groupe d'élite Dravnak les avait localisés. Pendant ce temps, à l'extérieur, la bataille atteignait son apogée. Le Titan de Gaïa tirait toutes ses armes principales contre le destructeur des étoiles, tentant de maintenir l'attention de l'ennemi éloigné de l'équipe d'infiltration. Le vaisseau amiral de l'humanité était au bord de l'effondrement, avec sa coque perforée à plusieurs endroits et ses systèmes de soutien vital en état critique. Malgré cela, Locke restait ferme. « Nous ne cédons pas d'un centimètre, » dit-il, donnant des ordres pour que le vaisseau se positionne stratégiquement entre le destructeur des étoiles et les vaisseaux alliés les plus vulnérables. À l'intérieur du destructeur des étoiles, l'affrontement entre l'équipe d'infiltration et les guerriers Dravnak fut brutal. Elena, bien qu'elle ne soit pas une soldate, utilisa son ingéniosité pour saboter un panneau d'énergie voisin, désactivant temporairement les armes de ses ennemis. Mais le groupe commençait à manquer de temps. Les systèmes du noyau commençaient à se charger pour un tir massif qui pourrait détruire toute la flotte humaine et ses alliés en un seul coup. Finalement, l'équipe arriva au noyau d'antimatière. Elena travailla frénétiquement pour placer les charges explosives et les programmer pour qu'elles explosent exactement au moment où le champ énergétique fluctuerait. Mais juste au moment où elle allait terminer, Kratzul apparut, brandissant une énorme épée d'énergie et avec un regard rempli de haine. « Tu penses pouvoir nous vaincre, petite humaine » rugit-il, avançant vers elle. Kratzul avança lentement vers Elena, sa silhouette imposante remplissant la grande salle du noyau du destructeur des étoiles. L'épée d'énergie dans ses mains vibrait d'un bourdonnement aigu, et ses yeux brillaient de fureur. « Tu es allé loin, petite humaine. Mais c'est ici que ta résistance prend fin. Ce noyau ne sera pas détruit,
et ton espèce ne sera qu'une note de bas de page dans l'histoire des Dravnak. Helena, haletante et couverte de sueur, ne recula pas. Elle était terrifiée, mais elle ne permettrait pas que les sacrifices de son frère, de son équipe et de toute la flotte humaine soient vains. Tenant un tournevis improvisé comme arme, elle se positionna devant le panneau du noyau. Les explosifs étaient déjà placés et programmés, mais Helena avait besoin de quelques secondes supplémentaires pour que la surcharge du champ énergétique coïncide avec la détonation. Le reste de l'équipe d'infiltration, décimée après les combats précédents, tenta d'arrêter Kratzul, mais le commandant Dravnak les écartait facilement. Un par un, ils tombèrent sous son épée. Helena savait qu'elle serait la suivante si elle ne faisait pas quelque chose rapidement. Alors que Kratzul levait son épée pour le coup final, un tir précis frappa son bras. L'épée tomba au sol avec un bruit métallique. C'était Daniel. Contre toute attente, il avait réussi à pénétrer dans le destructeur d'étoiles à bord de son chasseur après avoir reçu le signal d'urgence de l'équipe d'infiltration. « Tu t'attaques à ma sœur? Pas tant que je suis là, » dit Daniel, pointant son arme vers l'ennemi. Kratzul rugit de rage et se jeta sur Daniel, qui esquiva habilement. Helena profita du chaos pour activer le panneau final. La surcharge du noyau commença à émettre un bruit assourdissant tandis que les lumières de la salle clignotaient frénétiquement. « Daniel, on doit sortir d'ici maintenant !» cria Helena. Le compte à rebours a commencé. Avec le temps compté, les frères et sœurs coururent vers le vaisseau furtif Artak, le dernier moyen d'évasion qui leur restait. Mais Kratzul, grièvement blessé mais toujours implacable, les poursuivit jusqu'au dernier moment. Alors que le vaisseau s'éloignait, il lança un dernier regard de haine vers Helena et Daniel. Ce n'est pas fini. Les Dravnak n'oublieront pas ce jour. Lorsque le vaisseau furtif s'échappa vers un endroit sûr, le destructeur d'étoiles commença à s'effondrer. Depuis le pont du Titan de Gaïa, l'amiral Locke observait tendu, tandis que les lectures des capteurs indiquaient une accumulation massive d'énergie dans le vaisseau ennemi. « Retirez toutes les flottes alliées. Maintenant, ordonna-t-il, sa voix ferme mais urgente. Le noyau d'antimatière du destructeur d'étoiles atteignit son point critique, et l'explosion qui s'ensuivit illumina le champ de bataille comme si un soleil était né dans l'espace. L'onde de choc détruisit la plupart des vaisseaux Dravnak à proximité et laissa leur flotte complètement désorganisée. Les vaisseaux alliés, suivant les ordres de Locke, avaient réussi à se retirer juste à temps pour éviter la destruction. Dans le chaos qui suivit, la flotte humaine et ses alliés lancèrent une contre-attaque décisive. Sans son vaisseau amiral et avec son chef disparu, les Dravnak ne purent maintenir leur formation. Un à un, leurs cuirassés furent neutralisés ou forcés à se rendre. La victoire était assurée. Sur le pont du Titan de Gaïa, un éclat d'applaudissements et de viva emplit l'air lorsque la nouvelle de la destruction du destructeur d'étoiles arriva. Mais Locke, bien que satisfait, resta serein. « Nous n'avons pas gagné par haine ni par vengeance, » dit-il, regardant son équipage. « Nous avons gagné parce que nous avons lutté pour la justice, pour la paix et pour la vie des innocents. Souvenons-nous de cela. » Peu après, le vaisseau furtif Artak revint avec Helena et Daniel sains et saufs, bien qu'épuisés. Les frères et sœurs s'étreignirent fermement dans le hangar du Titan de Gaïa, conscients de combien ils avaient failli tout perdre. « Je pensais qu'on n'y arriverait jamais, » dit Helena, les larmes aux yeux. Daniel sourit, épuisé mais soulagé. « Nous sommes des Vargas. Bien sûr qu'on y est arrivé. » Avec la défaite des Dravnak, une réunion diplomatique fut convoquée dans un système neutre. Les espèces alliées de l'humanité soutinrent un traité imposant de lourdes sanctions aux Dravnak et des garanties de sécurité pour l'humanité et d'autres races. Bien que la paix ne fût jamais garantie dans une galaxie aussi vaste et dangereuse, cet événement marqua un tournant dans l'histoire galactique. L'humanité avait prouvé qu'elle n'était pas seulement une force technologique, mais aussi morale, capable de défendre ce qui était juste. Jonas Martinez, dont l'assassinat avait déclenché la guerre, devint un symbole d'unité pour toute l'humanité et ses alliés. Sur Terre, un monument fut érigé en son honneur, avec une inscription disant « Pour les innocents qui nous inspirent à être courageux, et pour les courageux qui luttent pour les innocents. » Helena, Daniel, Locke et tous les autres qui avaient survécu à la bataille retournèrent à leur vie, conscients que la galaxie restait dangereuse, mais également remplie de l'espoir que l'avenir pourrait être différent. Et tandis que les étoiles continuaient de briller dans le vide de l'espace, l'humanité, plus forte et unie que jamais, poursuivit son voyage vers l'inconnu.